pour animer ce webinaire, nous avons avec nous Olivier Roussel pour Teraindex. Donc, bonjour Olivier. Bonjour. Et également Aurélien Trigé pour KiwiMaps. Bonjour Aurélien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, pourriez-vous vous présenter ainsi que vos entreprises respectives? Olivier, je te laisse commencer. Merci. Olivier Roussel, donc ancien consultant Cité Sol Pollué en Benelux, je veux dire, aux Pays-Bas, en Belgique, un petit peu en France. Et depuis cette année, chargé de satisfaction clientèle chez Teraindex. Teraindex, entreprise créée en logiciel établie depuis 25 ans aux Pays-Bas et qui commence à développer ses activités en France depuis 2-3 ans. Un logiciel destiné à la saisie et au traitement des données Cité Sol Pollué. Dans ce cadre-là, je vais pouvoir vous partager mes expériences. Aurélien Trigé, je suis le président créateur de la société Valdépol, société que j'ai créée en 2017, donc déjà 7 ans. Et Valdépol, on propose des essais laboratoires, donc tout ce qui est essais de faisabilité, les prestations B111. Et également, donc, on commercialise le logiciel KiwiMaps, dont je vais vous parler un peu plus en détail après. Très bien, et merci pour ces présentations. Je vais donc vous laisser la parole. Bon webinaire. Merci Delphine, je vais commencer par prendre la parole. Le webinaire s'intitulait deux logiciels qui vous facilitent la tâche, donc quoi de mieux que de les mettre à l'épreuve d'un vrai projet, en l'occurrence un projet fictif mais inspiré de la réalité. Donc imaginez-vous en région parisienne à devoir gérer une friche, anciennement activité ICPE, sur laquelle des constructions automobiles ont créé des problématiques sol en termes d'hydrocarbures ou HAP, métaux lourds, et où le promoteur a envie de construire un bâtiment à usage mixte, donc bureau, commerce, résidence, avec un niveau de sous-sol. Donc à terme, le but est d'avoir un terrassement jusqu'à 3 mètres de profondeur, qu'il va falloir gérer au mieux et définir au mieux en fonction des challenges environnementaux. Donc l'idée, c'est d'aller effectuer un diagnostic environnemental, donc en passant via une QRS et d'aboutir à un plan de gestion des terres excavées. Donc ces informations-là, par exemple, peuvent être, sur la base des informations historiques, peut être rassemblées dans un SIG. Et en combinant les informations du passé et les plans futurs, on peut déjà, dans un SIG, commencer à envisager d'établir un plan d'échantillonnage. Mais j'y reviendrai par la suite. Que je retrouve ma souris. Donc l'idée, c'est de vous montrer via ce projet, de passer en revue les grandes étapes du process d'investigation et de traitement des données, en commençant sur le terrain, en passant par l'évaluation des données au bureau, le passage des commandes laboratoire, la réception des résultats, donc acquisition et restitution des données sous forme de rapport, sous forme d'export vers d'autres logiciels. Ça, c'est la partie propre à Teraindex. Et en termes de traitement des données, visualisation, analyse plus approfondie, gestion de cartes, calcul de masse et de volume en fonction des scénarios préférés, ça, c'est plus le domaine d'expertise de KiwiMaps. Donc, en fait, on a deux entreprises indépendantes qui commencent à travailler ensemble, mais qui sont a priori complémentaires. Donc, le but d'aujourd'hui, c'est de vous montrer comment se traduit cette complémentarité. Pour ce qui est la part de Teraindex, je vous parlais à l'instant d'un plan de campagne élaboré sous SIG. Donc, on peut s'imaginer que via ces points plotés sur un SIG, on peut avoir sur la base d'une liste de points de forage avec leurs coordonnées, la profondeur a priori à forer et le type de surface attendue. On peut avoir un fichier qu'on va essayer d'intégrer dans Teraindex. Donc là, j'ai en film d'arrière-plan la création d'un projet dans Teraindex qui se fait de zéro. Et le but, ça va être d'intégrer donc là, je vous montre les choix des grands systèmes de coordonnées. Mais après, très rapidement, donc on part d'une planche vide où il n'y a aucun point de mesure encore. Et on va intégrer... alors, il va falloir
j'accélère un petit peu, je pense. Le film. Voilà, on a un module intelligent d'import des coordonnées. Donc, je vais vous montrer ici la source, donc un pur fichier Excel avec des coordonnées. C'est un sous-stricto, un copy-paste à partir du fichier des fichiers Excel qu'on remet dans TerraIndex. Et là, sur cette base-là, on va créer les points. C'est une phase qui se fait au début, mais on peut s'imaginer que la même opération se fait aussi en cours de projet. Donc, vous avez, imaginez-vous d'avoir les points déjà dans TerraIndex et il y a une session de mesure via les géomètres pour avoir les coordonnées précises ou les hauteurs. La même opération se fait sur la base de points existants, mais en rapportant des données extérieures via ce module d'import. Et le module va savoir faire la différence entre ce qu'il connaît et ce qu'il ne connaît pas, rajouter de nouveaux points quand il manque, ou mettre en évidence des discrépancies entre les données. Donc ça, c'est un outil qui vous aide. Donc là, on part de zéro, on crée le projet. Et mis à part la création de ces points, donc ils vont apparaître maintenant dans l'interface web de TerraIndex. Donc voilà, la liste s'est allongée et on peut a priori les voir sur la carte. Mis à part ces points qu'on a dans le projet, on peut imaginer aussi de rajouter des couches de cartes sous format KML pour que vous ayez des plans de développement, des plans d'implantation des impétrants. Ça, ce sont aussi des informations qu'on peut rajouter en surimpression sur cette carte-là. De même, on peut également, pour peu que vous ayez besoin de formulaires extérieurs impliquant des informations de sécurité, des choses comme ça, des formulaires que vous avez d'ordinaire sous papier, on peut aussi en avoir une version digitale et l'insérer en pièce jointe dans TerraIndex. Donc à ce stade-là, on est prêt pour passer sur le terrain, parce que la campagne est prête. En notant que dans TerraIndex, en fait, on a deux outils spécifiques, deux outils primordiaux. C'est la version web que je vous ai montré à l'instant et la version terrain, version application terrain, qui est installée sur une tablette, dont on voit ici un aperçu. Et l'application terrain communique via synchronisation des données avec le bureau. Donc, les points que vous voyez sur la tablette à l'image sont les points qui ont été formés au bureau et synchronisés. Donc là, le collègue de terrain commence à décrire les forages, c'est-à-dire sachant qu'il a pu utiliser le GPS de la tablette pour se repérer sur le terrain par rapport à la carte, par rapport au point prévu de forage. Et là, il commence à décrire un point. Là, le point S23, si je ne me trompe pas, en l'occurrence, où on va voir très rapidement qu'il va décrire des apparitions d'odeurs fortes d'hydrocarbures. Donc là, question pratique, on avait prévu de forer jusqu'à 3 mètres. Entre 2 et 3 mètres, on commence à avoir des odeurs suspectes. Est-ce qu'on fore plus loin? Est-ce qu'il faut qu'on pose un piézomètre, un piézère, des choses comme ça? Donc le collègue de terrain peut se poser la question et veut éventuellement poser la question au collègue qui se trouve au bureau. Donc par une synchronisation des données entre la tablette et le terrain, enfin la tablette pardon et le bureau, il va pouvoir partager ces données en temps réel, prendre son téléphone, éventuellement aussi partager les photos qu'il a prises et discuter de l'état des lieux en temps actuel sur le terrain. Donc là, voilà, il va synchroniser sa tablette, ce qui fait en sorte que les données reçoivent la base de données et sont visibles au bureau. C'est une étape qu'on peut faire en cours de journée, mais aussi en fin de journée. De toute façon, il faut la faire en fin de journée, en fin de campagne, pour s'assurer que toutes les données sont centralisées au niveau de la base de données. Ce qui donne lieu à la phase suivante, sachant que dans les données, ce que je n'ai pas noté, ce que je n'ai pas spécifié, c'est que dans les données, on peut aussi, bien entendu, avoir les scans des codes barres qui ont été saisis par la tablette. Donc, on est prêt à discuter du cas du S23 au bureau. Donc là, je me retrouve dans la configuration bureau sur l'application web, où le collègue va retrouver son projet, va réouvrir le projet, voir les données qui ont été saisies sur le terrain. Il va chercher le point S23 qui apparemment pose un problème. On envoie le descriptif, les codes barres éventuellement saisis. On en retrouve la position initiale aux positions modifiées par rapport à l'origine, sachant que là sur la carte, avec la tablette, on peut aussi modifier la position des points de mesure. Et là, le collègue va générer un
un profil de sol. Là, d'un point spécifique, mais on peut imaginer que la même opération se fait pour plusieurs profils. Donc, en cours de projet ou en fin de projet, si on est en train de générer l'annexe qui va présenter tous les profils de sol. Donc là, une petite coupe conformément aux couleurs de l'entreprise, où on voit que, voilà, en l'occurrence, les PID, les mesures PID commencent à exploser en profondeur. Donc là, il y a moyen, il y a objet à investiguer un peu plus. Donc en fait, on réfléchit là en direct au bureau sur la base des données qui ont été saisies une seule fois sur le terrain. Donc on retape pas, on reprend pas les fiches, on fait usage des données qui ont été saisies et on les met en page, on les met en forme, sous la forme d'un profil dans ce cadre-là. Un autre profil plus détaillé ici à l'image, ou par exemple, si on ne parle pas de matrice sol, mais si on parle de matrice eau ou gaz du sol, eau souterraine, eau superficielle, on peut présenter les mêmes données sous forme de fiches de prélèvement détaillées aux couleurs de l'entreprise, qui nous assure aussi un rapportage ou des livrables standardisés et en conformité avec les normes attendues, et qui permettent en fait de générer des annexes à votre rapport. Là, on n'est pas encore au niveau rapport, on a eu les données terrain qui donnent la possibilité de créer des commandes. Donc là, on est commande laboratoire que l'on passe depuis l'interface Terrain Index, sachant que Terrain Index, à l'heure actuelle, a des connexions avec les grands laboratoires qui sont précisés ici en bas à droite, Eurofins, SGS et AgroLab, ça c'est déjà fait. Et le numéro 4, donc Bessling va nous joindre d'ici cet été, donc très bonne nouvelle pour de nombreux clients. Là, vous voyez, quand je suis en train de passer la commande pour le point S3, qui nous pose des problèmes. Donc, on a sélectionné, on a eu un aperçu de tous les points du projet, de tous les échantillons qui ont été rassemblés, de l'état des échantillons, s'ils ont déjà fait l'objet d'analyse ou pas. Et là, on passe, donc après avoir sélectionné les échantillons, on passe à l'offre d'analyse, offre spécifique à l'entreprise pour le laboratoire choisi. Là, on a accès au paquet d'analyse standard du contrat avec le détail si besoin de ces analyses. Et donc, on choisit l'analyse en conséquence. Et on peut, donc, sur la base du choix des échantillons couplés au choix des analyses, on peut passer la commande. Donc là, illimité, mais on peut s'imaginer qu'avec les filtres, on peut aussi passer des grosses commandes. Et là, on a un bordereau de commande qui résume l'état de la commande et il n'y a plus qu'à l'envoyer pour avoir une commande effectivement envoyée au laboratoire. La communication qui se fait dans ce sens-là, passage de commande depuis Terrain Index vers le laboratoire, elle se fait dans l'autre sens. Donc, une fois que les résultats sont, les analyses sont effectuées, les résultats sont disponibles, ils sont publiés de façon standard via email, via les certificats d'analyse, mais aussi de façon digitale, directement dans Terrain Index. Donc, en fait, on a le lien dans Terrain Index entre les données du terrain et les données laboratoire. C'est quelque chose que si vous passez la commande dans l'application laboratoire, le web du laboratoire, vous n'avez pas ce lien-là. Là, on a le lien. Et encore une fois, on travaille sur des données qui ont été saisies une seule fois et qu'on remet en page, qu'on centralise et qui sont fiables et on évite ainsi un maximum les erreurs. On a les données, on peut les visualiser, on peut les interpréter, on peut en faire des tableaux valeur seuil, mais aussi, donc dans le cadre de notre étude, on va essayer de plus visualiser, de plus interpréter en profondeur ces données. Et l'idée, c'est de les incorporer dans Kiwi Maps. Et pour ce faire, on a pour l'instant une liaison avec Kiwi Maps depuis Terrain Index sous la forme d'un rapport Excel qu'on peut exporter là. Donc là, je suis en train de montrer la génération de ce rapport qui en fait qui est un fichier Excel au format Kiwi Maps, où on va là coupler les données terrain aux données laboratoire. Et on est prêt à aller explorer ces données plus en profondeur. À terme, nous avons prévu de créer ce pont de façon plus automatique et intrinsèque via un API. Mais pour l'instant, on a un rapport.
Et ce genre de rapport peut aussi être utilisé pour exporter des données vers d'autres applications, en complément des liens que nous avons en termes de géoserveurs ou de web services, qui nous permettent aussi de générer, de coupler les données à d'autres environnements. Mais j'ai commencé à parler de Kiwi Maps et je pense que, sauf s'il y a des questions, Aurélien pourra parler plus en détail. Marie qui demande quel est le format de plan KML et s'il y a d'autres types de formats DVG ou SHP qui sont téléchargeables. KML, en fait, c'est le format, c'est le nom du format, c'est le format standard Google. Donc, si vous avez des informations à importer dans ces Google Earth en particulier. Donc, c'est un format qui est a priori tout terrain, qui est a priori générable, qu'il est possible de générer via un AutoCAD, via d'autres logiciels de dessin, voire SCG aussi. C'est pour ça que ça a été fait. Donc, c'est le format KML. C'est le seul pour l'instant, mais qui a priori est assez tout terrain, comme je disais. Voilà, donc pas de DVG ou SHP pour l'instant. Non. Et on va passer à la partie Kiwi Maps. Merci Olivier. Merci Delphine. Donc là, Olivier nous a présenté donc la partie terrain index, donc c'est-à-dire c'est la partie acquisition des données sur le terrain. Et nous, on va voir un peu ce qu'on peut faire de ces données une fois qu'elles vont être importées dans Kiwi Maps. Donc Olivier l'a évoqué juste avant. L'import, il peut se faire de deux façons, soit à partir d'un fichier Excel, soit on est en train de développer une API. Donc en fait, c'est une passerelle entre les deux pour que le transfert se fasse automatiquement. Donc une fois que ça va être entré dans Kiwi Maps, les données vont d'abord être enregistrées dans une base de données et consultables facilement. Donc là, je vous fais une première illustration de ce que ça veut dire des données consultables facilement. Donc quand vous allez arriver dans Kiwi Maps, ça ressemble à ça. Vous allez retrouver votre plan géoréférencé avec vos différents sondages. Donc là, sur ce site, on a 29 sondages avec Piezo, Piézère. Et une fois que vous allez vous balader un peu sur votre site, vous allez pouvoir retrouver sur chacun des ouvrages tout ce qui est effectué sur cet ouvrage. Donc les différentes géologies, les différentes profondeurs, les commentaires qui sont laissés par l'opérateur de terrain, et également concentration sur brut, sur UA. Voilà. Si on va un peu plus loin, il y a d'autres choses qui sont intéressantes. Par exemple, entre 3 et 4 mètres, on a d'autres commentaires qui ont été laissés par l'opérateur, notamment ici. Il nous indique, attention, remblai très humide à partir de 4 mètres. Donc ça, c'est un point important, parce que du coup, ça veut dire que c'est une observation qui est faite sur le terrain et qui remonte automatiquement dans Kiwi Maps. Un peu comme s'expliquait tout à l'heure Olivier. Ça peut être, donc là, c'est sur la présence d'eau, ça peut aussi sur la présence de beaucoup d'odeurs, d'aspects organoleptiques, etc. Tout ça, on peut monter automatiquement dans Kiwi Maps. Ensuite, ces données qui sont enregistrées, elles peuvent être aussi visualisables. Donc, je vais vous expliquer un peu en quoi ça consiste. Notamment, tout à l'heure, Olivier vous a montré les coupes. Donc, quand on va sur le terrain, qu'on fait des sondages, on relève les coupes en profondeur. Dans Kiwi Maps, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir superposer, ou en tout cas aligner plusieurs coupes, que ce soit des coupes de sondage, des piézomètres, sur une même vue et à l'échelle qui va être mise automatiquement. Donc là, je sélectionne les différents points qui m'intéressent et je vais cliquer sur afficher. Donc là, tous les sondages que j'ai choisis vont être mis ensemble sur une vue en coupe. On les voit ici, ça part du piézo PZ1 jusqu'au piézo PZ1. Donc on retrouve les différentes géologies, également la hauteur de la nappe, et toutes les informations qui pourraient nous intéresser, les hauteurs crépinées, si on a des pollutions, on peut aussi afficher certains polluants, etc. Donc tout ça un peu à la différence de tout à l'heure avec un index, où on montrait coupe par coupe. Là ici, on peut coller en fait les coupes sur une coupe et regarder ça à l'échelle, voir un peu comment le dénivelé, la hauteur de nappe, etc. Donc ça, c'est pour la partie visualisation. Alors je ne vais pas vous montrer toutes les fonctionnalités du logiciel, je vais vous montrer les fonctionnalités qui nous intéressent dans le cadre du plan de terrassement. Parce qu'on ne le dit pas, dans ce cas d'étude, l'idée, c'était d'aller jusqu'à un plan de terrassement. Hop. Et donc là, on va commencer à rentrer dans la partie exploitation. Ce qui va être intéressant en Kiwi Maps, donc là, je le répète, notre objectif, c'est un plan de terrassement. Donc, ce qu'on va être capable de faire, c'est de rentrer, en fait, les différents seuils des différentes filières que vous avez envisagées pour votre plan de terrassement. Donc, on imagine, vous avez identifié des filières complément de carrière, ISD, ISDMD, etc. Et vous allez pouvoir rentrer les seuils de ces différentes filières. Donc, que ce soit des sur brut, sur UA, vous rentrez les seuils, ça permet de classer les différentes filières, et vous mettez une couleur aussi, ça permet de, vous verrez visuellement après quand on fait le plan de terrassement. Une fois que ça c'est fait, vous avez un premier outil qui permet un peu de filtrer les données. Vous allez pouvoir demander au logiciel, affiche-moi un peu sur ce site tous les points qui
pour lequel on a au moins un parti qui dépasse, par exemple, ici, les seuils ISDND. Et il va vous dire, bah, regarde, ici, par exemple, en S29, tu as un point qui est important en COT. On est à 260 000 mg par kilo de COT. Donc un point qui est vraiment un hotspot qui s'affiche tout de suite. Donc ce point-là, on va le retenir. On va voir après dans la suite de l'étude l'importance qu'il va avoir. Et enfin, la dernière chose qui va nous intéresser pour notre plan de terrassement, ça va être de faire de l'interpolation de données. Donc, qu'est-ce que l'interpolation? L'interpolation, vous la faites déjà un peu manuellement parfois. C'est quand vous avez vos sondages et vous dites, j'ai ce sondage-là, quelle aire d'influence il représente. Donc, par exemple, autour de S24, je vais dessiner un rectangle de 5 par 10, par exemple, et je vais dire, dans ce rectangle, toute la terre, en fait, dans ce rectangle, va avoir la valeur mesurée en S24. Et donc, quand on fait de l'interpolation plus automatique, on peut utiliser des méthodes telles que les polygones de Thiessen, qui vont apparaître ici. Ça va être un peu le même principe que de dire j'affecte une aire d'influence à un sondage, mais sauf que là, on va le faire automatiquement, avec une méthode mathématique. Et notamment, ici, on va voir S24, ça va plus être un simple carré ou un simple rectangle, ça va vraiment être un polygone qui va définir l'aire d'influence du point S24. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer exactement dans le détail de comment fonctionnent mathématiquement les polygones de Thiessen. Si ça vous intéresse, je pose des formations là-dessus. Mais en gros, le principe, c'est de dire pour chaque sondage, on va essayer de calculer une aire d'influence optimale. Et ces aires d'influence, en tout cas les polygones de Thiessen, ça va être utile pour passer d'une vue un peu ponctuelle, avec des valeurs ponctuelles sur chaque sondage, à une vue continue. Donc là, on va faire par exemple un dégradé de couleur en concentration au polluant. Et ici, donc on aura ici en S16 une concentration très importante et qui va se dégrader avec un dégradé de couleur parce que les concentrations sont moins importantes en S13, S11, etc. Voilà, pour un peu l'idée des polygones de Thiessen. Et quand on dit qu'on utilise les polygones de Thiessen, on a dit beaucoup de choses, mais on n'a pas tout dit, parce qu'il y a plusieurs façons d'exploiter en fait cette méthode. Oui, c'est polygone de Thiessen ou cellule de Voronoi. Les deux sont les mêmes méthodes, c'est différent. Je réponds en même temps vite fait dans la question du chat. Donc, polygone de Thiessen ou cellule de Voronoi, la méthode elle peut être exploitée de deux façons différentes. La méthode cellule entière, ça va te dire, j'ai fait mes aires d'influence et je vais décider que dans cette aire d'influence, toute la terre dans cette aire d'influence va avoir la valeur, par exemple, de S25. Si je prends S25, à l'intérieur de ma cellule, là en rose, je dis à l'intérieur d'ici, on n'aura qu'une seule valeur, c'est la valeur de S25. Ou alors, je peux dire, à l'intérieur de cette cellule, je vais faire une moyenne entre tous les points qui sont autour. Donc là, je vais faire une moyenne linéaire avec les cellules adjacentes. Donc, c'est une deuxième méthode. On a la méthode cellule entière versus la méthode moyenne linéaire. Et ces deux méthodes, elles sont mathématiquement justes, mais elles vont donner deux résultats différents. Donc ça va être intéressant de voir comment on exploite ces deux résultats. Et pour faire notre plan de terrassement en 3D, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire cette méthode-là que je vous ai présentée, mais on va le faire en 3D. Donc on va découper en fait notre site en petits cubes, et pour chaque cube, on va utiliser la méthode des polygones de Thiessen avec deux méthodes différentes, et on va essayer de voir chaque cube vers quelle filière il peut être envoyé. Hop. Alors le projet de construction ne concernait pas tout le site, il concernait une partie du site que j'ai dessiné ici. Donc ça c'est pareil, dans l'immeuble, vous pouvez dessiner la zone d'influence, enfin la zone d'intérêt. Voici mon projet de construction avec un terrassement jusqu'à 3 mètres, ça correspond à cette zone-là. Donc là, j'ai dessiné. Et je vais faire mes calculs là-dedans. Je vais faire mes calculs, c'est-à-dire je vais redécouper ce site-là petit cube par petit cube et je vais voir où est-ce que je peux envoyer ma terre. Donc on commence entre 0 et 1 mètre avec la méthode cellule entière, la méthode moyenne linéaire. Et on voit à chaque fois qu'on ne va pas avoir des résultats exactement les mêmes. Donc on a 0 à 1 mètre, on descend entre 1 et 2 mètres, on descend 2-3 mètres, etc. Là, on s'arrête à 3 mètres. Donc à chaque fois, les codes couleurs, c'est en fonction des filières qu'on voit ici, comblement de carrière, ISDI, etc. Des filières dont je pense que vous avez l'habitude. Donc on voit que les deux méthodes ne donnent pas la même chose, et surtout, quand on va faire le bilan de notre clé de répartition finale, on va voir qu'elle ne donne pas exactement les mêmes volumes, les répartitions de volume, et donc les mêmes coûts. Donc le coût d'évacuation en méthode cellule entière, on est à 1,7 million à peu près, mais moyenne linéaire, on est à 1,8 million. Donc qu'est-ce qu'on fait? Soit on se dit, là c'est bien, j'ai deux méthodes, j'ai une méthode plutôt, on va dire, optimiste, la méthode cellule entière avec 1,7 million, et pessimiste, avec la méthode moyenne linéaire, 1,8 million. Ça, c'est une première façon de faire. Une autre façon, c'est de dire, on va aller un peu plus loin, essayer de voir pourquoi est-ce qu'on n'a pas les mêmes résultats dans les deux cas. Dans ce cas-là, on va jouer un peu au jeu des 7 erreurs, et regarder, et dire, par exemple, ici, entre 0 et 1 mètre, on voit qu'autour de S29, on n'a pas le même résultat, que ce soit moyenne linéaire ou cellule entière. Et on fait ça sondage par sondage, mètre par mètre. Et ça va nous permettre, en fait, de définir, des points d'intérêt sur lesquels on va venir mettre le paquet, par exemple, et faire des sondages complémentaires. Notamment, si je reviens ici en S29, si vous vous rappelez tout à l'heure, je dis S29, attention, il y a une très forte concentration
en COT. COT, c'est le carbone organique total, donc c'est un paramètre un peu global, mais qui peut vous permettre de définir votre filière d'évacuation. Et en fait, S29, il se trouve que c'est un hotspot, donc on a une très forte valeur en S29 et des valeurs beaucoup plus faibles autour. Donc, ce qui fait qu'en fonction de la méthode que vous allez utiliser, vous n'aurez pas la même influence de ce sondage S29. Dans les autres sondages un peu plus en profondeur, par exemple en S22, la problématique, c'est qu'on ne va pas avoir assez de données entre 2 et 3 mètres notamment. C'est pour ça qu'on va avoir des différences entre les deux méthodes. Donc ce petit jeu des 7 erreurs, ça permet d'identifier rapidement les points sur lesquels on va venir faire complémentaire. Donc on va dire, allez, c'est parti, autour de S29, on a un hotspot, donc on va essayer un peu de délimiter ces hotspots. Donc on va rajouter 3 sondages complémentaires. Et par exemple, en S22 et S23, quand je vous disais, il manque des données entre 2 et 3 mètres, je vais retourner au même endroit et je vais aller chercher entre 2 et 3 mètres. Donc on va récupérer en fait les coordonnées de ces points-là, là où on veut faire des points complémentaires, et on va envoyer ça à Terra Index. On peut envoyer ça les coordonnées GPS dans Terra Index et dire, aller chercher d'autres infos à ces endroits-là, ça nous permet un peu de redéfinir notre plan de diagnostic, ou en tout cas, notre plan de terrassement final. Et quand on fait ça, ça permet en fait d'avoir une nouvelle estimation des coûts. Donc à l'initial, on était à 1,7 million, au final, on est à 1,6 million avec toujours la même méthode. Et pareil pour les moyennes linéaires, on passe de 1,8 million à 1,780 million. Donc ça nous a permis un peu de redéfinir un peu notre fourchette vers la gauche, c'est-à-dire de réduire un peu les coûts totaux. On a réduit à peu près de 100 000 € les coûts. Ça aurait pu arriver qu'on augmente en fait les coûts en faisant des sondages complémentaires, parce qu'on aurait pu se rendre compte qu'il y avait d'autres hotspots. Ça arrive, mais l'intérêt, c'est de dire, on l'a vu en avance avant de lancer les chantiers, et donc ça permet un peu de sécuriser les coûts et d'éviter des surprises une fois qu'on est sur le terrain. Parce que le pire, c'est les surprises sur le terrain. Si on a pu envisager avant, c'est beaucoup mieux. Donc l'idée là un peu de notre intervention commune, c'était de vous montrer un peu l'intérêt d'utiliser des outils complémentaires, Terra Index, KiwiMaps. Je pense que vous avez compris le premier intérêt, c'est de dire déjà on gagne du temps, on évite de ressaisir, on évite de perdre des informations. Mais un autre intérêt important, c'est qu'une fois que les données sont numérisées, qu'elles sont exploitables facilement, vous allez pouvoir faire tout un tas de choses avec ces données. Vous allez pouvoir faire plusieurs scénarios, rentrer en profondeur, dire pourquoi est-ce que là, quand je fais deux méthodes, je n'ai pas la même chose, aller chercher là où est-ce qu'il faut, j'allais chercher des informations complémentaires, etc. Donc vraiment plutôt de maximiser votre temps sur votre expertise, de dire je vais plutôt passer du temps à essayer de comprendre les données plutôt qu'à ressaisir, à essayer de retaper, faire des copier-coller, etc. Et ce dont je n'ai pas eu le temps trop de parler, c'est qu'aussi, avec KiwiMaps, il y a un module qui est assez intéressant, c'est de pouvoir travailler à plusieurs sur la même carte. Vous avez la possibilité, une fois que vous avez écrit votre carte, une fois que la carte a été créée à partir de Terra Index, de la partager entre collègues, si vous êtes sur différentes agences, ou entre partenaires. Et ça permet de faire beaucoup d'optimisation de temps, mais aussi des optimisations financières, parce qu'on va faire de l'intelligence collective, on va travailler à plusieurs sur le même projet. Donc voilà ce que je pouvais vous présenter. J'espère que ça vous a intéressé et que la complémentarité vous parle. Je vais redonner la parole à Delphine. Si vous avez des questions, on est là. Et sinon, vous avez mes coordonnées, vous n'hésitez pas, si ça vient après. Merci de votre attention. Voilà, donc merci pour cette présentation. Effectivement, si vous voulez aller plus loin, savoir plus sur ces deux logiciels, n'hésitez pas à nous contacter. On a encore deux questions également posées de la part de Com. Comment est défini le maillage du plan de terrassement dans KiwiMaps? Alors le maillage, il y a différents types de maillage. Alors c'est un peu complexe, mais enfin non, c'est pas complexe. Il y a d'abord, on définit les polygones de Thiessen. Donc ça, c'est les aires d'influence, c'est les aires qu'on va utiliser pour faire nos calculs. Ça, c'est défini automatiquement. Ensuite, on va définir des mailles de calcul, de dire je veux que tu fasses le calcul avec des petites mailles, par exemple de 10 par 10, de 5 par 5, etc. Ça, on va les optimiser pour que le calcul se fasse le plus rapidement possible. Et ensuite, vous, ce que vous appelez votre maille de terrassement, c'est de dire, par exemple, je vais faire des mailles de 50 par 50, 25 par 25, etc. Ça, c'est vous, après, qui revenez coller sur votre plan. Donc, vous imaginez, on a notre plan de terrassement avec les couleurs, et ensuite, par-dessus, vous allez caler votre propre maillage, vous, du plan de terrassement. Mais ce n'est à ne pas confondre avec la maille de calcul ou avec les mailles définies par le polygone de Thiessen. Enfin, j'espère que j'ai été clair, sinon, vous n'hésitez pas à me renvoyer un mail et on pourra en discuter. En tout cas, merci pour la question. Et dernière question, peut-on avoir une passerelle avec Cartotrack via KiwiMaps? Pour l'instant, il n'y a pas de passerelle directe, pardon. Mais ce qui est possible de faire quand on est dans KiwiMaps, c'est de tout réexporter, toutes les données, dans un fichier Excel qui contient tout. Et ce fichier Excel, je pense que très facilement, vous pouvez l'utiliser pour rentrer ensuite vos données dans Cartotrack. Donc pour l'instant, on n'a pas une passerelle directe, mais il y a une passerelle assez simple, c'est d'exporter les données de KiwiMaps dans un format Excel qu'après, vous pouvez remettre dans Cartotrack.
Sinon, via TerraIndex. TerraIndex, la même façon que TerraIndex communique avec Emaps, il le fait aussi avec Cartotrack. Donc, éventuellement, on peut aussi passer via TerraIndex. Merci à tous et passez une bonne après-midi. À bientôt. Merci à vous. Merci à vous et n'hésitez pas, vous avez nos coordonnées, même si les questions vous viennent après. On y répondra avec plaisir.